Bonjour tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode de Warscroll Academy. Aujourd'hui, on a pour vous la marée verte des Gloomspite Gits. Donc, si vous êtes fan de champignons et de voyages psychédéliques, ce livre est pour vous. Ouais. Je pense que ça a pris du temps. Ouais. J'allais dire Woodstock, quelque chose comme ça, mais oui, ça fait effectivement, il n'y a pas de trouble, là, on est là-dedans. Là. Donc, ouais, les Gloomspite. Oui, effectivement. Donc, j'ai avec moi Alex d'Adeptus Coaching. Ça va bien, Alex? Yes, toi aussi, ça va bien. Ben oui, certainement. Alex qui, by the way, run Adeptus Coaching, qui est un service de coaching exact. Pour Age of Sigmar. Donc, n'hésitez pas à aller voir la page qui est dans les commentaires, pas dans les commentaires, plutôt dans la description. Dans le descriptif de ce vidéo, vous aurez le lien vers la page Facebook. Et Alex, Adeptus Coaching, c'est pour tous les joueurs qui veulent avoir des conseils, que ce soit pour le list building, pour les événements de tournois, ou même juste pour des fois avoir des petits tips and tricks, hein? Ça peut aider. Puis même juste, mettons, tu sais, hey, je veux embarquer dans le jeu, mais j'ai aucune idée dans quoi je m'enligne, quelle armée choisir, ben ça peut être ça aussi, là. Tu sais, c'est vraiment pour tous les joueurs, de débutants jusqu'à joueurs plus chevronnés. Il y a quelque chose pour vous, il n'y a pas de problème là-dessus. Fait qu'aller faire un tour, ça vaut la peine. Oh yes. Aujourd'hui, on vous a préparé pour ce Warscroll Academy. On a un top 3 des Warscroll, bien entendu, de Gloomspite Gits. Et on est allé chercher aussi quelques petits Warscroll qui pourraient peut-être vous piquer votre attention. On sait pas. On sait pas. On va voir. J'espère. J'espère aussi. On commence en force avec des modèles qui sont parmi mes préférés. Oui. Les Loot Smasher fanatiques. Moi, des modèles qui font juste se garrocher partout avec des chaînes comme ça me parle. Oui, puis tu sais, écoute, pour tous ceux qui ont vécu l'époque de Warhammer Fantasy, les fanatiques, c'est un emblème. Je veux dire, c'est un symbole de Warhammer Fantasy. C'est très, très Games Workshop. Fait que pour moi, c'est juste un must. Tu sais, écoute, c'est pas évident de faire un top 3 des meilleurs Warscroll, des Gloomspite, parce qu'il y a tellement de facteurs aléatoires là-dedans. Que tu peux dire, ben, hey, il y a un potentiel. Ouais. Mais le potentiel, ça peut très mal virer comme ça peut devenir absolument destructeur. J'ai choisi les Loot Smasher parce que c'est très cher. OK? On dit, OK, ben, on regarde les stats, de 1 wound à 6+, c'est 140 points pour 5, je pense. Mais c'est vraiment, je pense que c'est la définition de Glass Cannon. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est une unité que tu ne peux pas la cibler. Elle commence cachée dans une unité de grotte et tu peux la révéler à n'importe quelle charge phase. La tienne ou celle d'adversaire. La tienne, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu places une unité à 3 pouces, complètement dans 3 pouces, une unité amie. Donc, si c'est ta charge phase, tu viens de gagner un 3 pouces à une charge potentielle. Donc, combiné à un sort de téléportation, par exemple, tu peux donc téléporter une unité, relâcher les fanatiques à 3 pouces, et là, soudainement, tu as une charge à 6 pouces. Et ce qui est intéressant, c'est que cette unité-là frappe toujours au début de la phase de combat. Donc, déjà là, c'est intéressant. Et le potentiel, et là, le mot potentiel est là. Parce que je regarde le profil, il y a beaucoup de dés dans le profil. Et ça, généralement, c'est pas génial. Mais chacun, on parle d'une unité de 100. On peut se rendre jusqu'à 15. Je le conseille pas tant. Mais, mettons, D6 attaques chacun. 4+, 3+, 2 Drand, D3 dommages. Ça a du potentiel pour vraiment détruire une unité facilement. C'est sûr que si on a 6 D6 attaques et qu'on lance 7 attaques, on va être déçu. Mais si on en lance 30, on va être content. Donc, c'est sûr qu'il y a le facteur random, mais le fait que tu ne peux pas cibler cette unité-là, le fait que tu peux vraiment les sortir pour faire plusieurs choses, tu peux aussi t'en servir pour bloquer potentiellement une charge ou pour forcer l'adversaire à te charger, puis ben là, t'as peu, là, je frappe en premier dans la phase de combat. Fait que même dans la phase de charge adverse, ça peut être intéressant. Par contre, il y a une façon, puis ça reste touché, là. C'est pas parce que tu frappes au début de la phase de combat que tu es immunisé à un pile-in. Donc, un joueur un peu aguerri va être capable de OK, parfait, je vais charger, ben je vais me garder un pile-in sur eux autres.
Fait que je vais pouvoir, puis c'est 5 wounds à 6 de save, là. Fait que ça tombe comme rien. Ouais. Donc, faire attention à ça. Mais ça reste que dans une armée où est-ce que le punch vient souvent d'unités qui sont fragiles, ben, eux autres, au moins, ont le luxe de ne pas être sur la table au début de la partie. Fait que, puis je pense que ça peut être vraiment drôle, puis c'est comme, oh mon Dieu, il faut que je prenne des ressources. Puis c'est pas toutes les armées qui peuvent le dégommer au tir ou à la magie. Fait qu'une unité de 5 fanatiques qui tourne autour de toi, ça peut être une source de stress. Mais bien sûr, parce que c'est pas assez aléatoire comme profil, il bouge de 2d6 pouces. Ça leur prenait ça aussi. Ben voilà, on n'a comme pas le choix. Mais moi, quand je vois une unité comme ça, là, moi je vis d'espoir. Et voir que 5 petits bonhommes de même ont un potentiel de 90 wounds à faire, c'est j'embarque, I'm in! Tu sais, t'as toujours, ce qui est le fun là-dedans, c'est même si ça en a juste 5, là, c'est que tu peux toujours faire guesser ton adversaire. Ils sont où les fanatiques. Puis même, j'ai déjà connu un joueur qui, c'était à l'époque de Fantasy Battle, en tout cas, là, c'était pas la même chose. Dans le temps où est-ce que c'était pas aussi ouvert quand on donne les listes d'armées en tournoi, là, il y avait un joueur qui traitait toujours ses petits fanatiques, qui mettait juste à côté de la table, bien en vue. Mais ça veut pas dire qu'il était dans sa liste. Mais il n'en jouait pas. C'était juste l'impact psychologique de dire « Ah, ils sont là, hein? C'est pas laquelle unité? » Puis à la fin, hey, c'est laquelle unité? Je savais pas. L'impact psychologique du manière. Bref, c'est un War Scroll que je trouve vraiment intéressant. Mais comme tous les War Scrolls qui sont intéressants dans Gloomspite, ça vient avec le gros bémol au niveau aléatoire. Fait que c'est un petit peu ça qui coule l'armée en fait en match play, en situation de tournoi. C'est le fait que c'est très très difficile d'avoir une armée qui est fiable, qui est stable. Donc même les meilleurs War Scrolls n'ont pas un facteur de stabilité incroyable, je dirais. Ça va être un thème récurrent pour les War Scrolls d'aujourd'hui. Ok oui. Effectivement. Okay, oui. Donc, on part en force avec 90 de dommages potentiels. Qu'est-ce qu'on peut bien avoir en réserve après ça? Pourquoi on ne joue pas 200 fanatiques sur la table? Mais pourquoi pas? Ça, c'est des questions existentielles. On va passer ensuite aux Boingrod Bounders, qui sont un peu des fan favorites de l'armée. Oui, on parle de vétérans de Squig, ceux qui ont survécu une bataille là, sur un Squig, sont élevés au rang de chevaliers Squig, les Boingrod Bounders. En fait, encore une fois, c'est une unité qui est intéressante parce que c'est une source de blessure mortelle. Donc, lorsqu'ils réussissent une charge, on lance un dé pour chaque figurine sur un 4+, une blessure mortelle, ce qui est toujours intéressant. Et, somme toute, quand même, un profil intéressant pour pas tant de points que ça. C'est 100 points pour 5. Donc, on parle de 2 attaques, 4+, 4+, mais on a plus 1 to wound quand on charge, moins 1 Drent, 1 dommage. Donc, plus, bien sûr, les blessures mortelles. Par contre, et c'est là, bien sûr, que par contre, c'est un mouvement qui, encore une fois, de 2d6 pouces. Et pour des gobelins qui a plus d'armure, c'est quand même pas rien. Oui, c'est très bon. Oui, et ils ont une bravo héroïque pour des gobelins de 5. Donc, parce que c'est quand même des vétérans, il faut quand même qu'ils soient récompensés comme tels. En fait, où est-ce qu'ils sont intéressants, c'est vraiment si on joue une allégeance qui est apparue dans un White Dwarf, qui est les Jaws of Mork. Donc, Jaws of Mork, en fait, ça fait 2 choses vraiment intéressantes. D'un côté, ça vient faire en sorte qu'on peut relancer le jet de mouvement qu'on fait pour toutes les unités de Squig. Fait que ça, c'est bien. Donc, ça vient quelque part un peu fidéliser ce fameux double 1 que tu lances, puis comme, tu sais, c'est que, ben non. Mais là, tu peux le relancer. C'est également, donc, ça donne plus de dommages pour l'aspect Squig du War Scroll, toujours intéressant. Et si on ajoute, entre autres, un Loon Boss sur un Cave Squig pour faire 3 pouces de plus de mouvement, on vient encore fidéliser. Si on ajoute aussi, je pense, le Squiggler qui peut augmenter le mouvement de ces unités-là, on est rendu quand même avec des façons de mitiger un peu l'aspect aléatoire du mouvement. C'est pas parfait. Puis même, dépendamment du bataillon, on peut aussi faire un mouvement après bataille dans Jaws of Mork. Tu as quand même des façons de mitiger ça. Fait que ça devient intéressant à ce niveau-là. Et dans Jaws of Mork, il bénéficie du Lone Shrine. Donc, on peut ramener une moitié d'unité de Boinders à ce niveau-là. Fait que c'est toujours intéressant. Je pense que dans l'allégeance normale, typique, pas Moonclan, mais Gloomspite Gitz, ça reste un peu ta force de frappe, mais il n'y a pas autant de buffs. Quand on joue avec Jaws of Mork, là, on commence à avoir des buffs assez intéressants.
Il faut dire que Gnome-Spalgit sont une armée qui ont pas vraiment de sous-faction jusqu'à ce qu'on ait introduit dans le White Dwarf. Et ont un gros problème de synergie entre les trois, je dirais, petites factions là, araignées, trolls et gobelins. Là. Exact. Là. Souvent, un n'affectera pas l'autre, donc ça devient très dur de faire des listes pleines de synergie par-ci par-là. C'est ça. Mais là, au moins, on est allé chercher quelques couches de règles additionnelles grâce au White Dwarf qui étaient amplement méritées pour l'armée. Ah, tout à fait. Donc, on espère revoir ces règles-là dans un futur Battletome. On a un Big Boy qui s'en vient. Ensuite, le Lone Boss sur Mangler Squig, qui est un sculpt incroyable à la sortie du livre. Là, le nouveau Mangler Squig, vraiment malade. Ben, je pense que c'est un modèle qui était vraiment attendu, en fait. Puis qui, comme tu as dit, ça vient amener un genre de centerpiece, en fait, pour les gobelins qui... Étant donné que c'est des gobelins, mais t'as pas vraiment de gros modèles qui stand out, mais celui-là, ça vient remplir un peu ce rôle-là. Ça reste que c'est un modèle qu'on va voir souvent, que ce soit la version Mangler Squig tout court ou la version Lone Boss sur un Mangler Squig. Généralement, ça fait partie de plusieurs armées parce que, justement, encore une fois, c'est un modèle qui donne du punch. Un peu à l'instar des Boinders, c'est un modèle qui va faire du dommage, que ça va être son rôle dans l'armée, mais ça reste quand même fragile. Et c'est un War Scroll régressif qui est particulier. C'est-à-dire que c'est un modèle qui va être à son meilleur quand il va être full ou quand il va être à l'article de la mort. Mais quand on se rapproche du milieu des points de vie, on parle de 12 points de vie, ben il est à son pire. Donc, un profil qui va baisser pour remonter par la suite. Ça reste 12 points de vie à 4+ sauvegarde. C'est pas incroyable. Il n'y a pas de façon d'avoir des habilités qui ignorent les blessures, quoi que ce soit. Mais on le prend parce que ça reste que si on regarde les différentes attaques, avec son Huge Fang Field Gob, c'est 4 attaques qui va toucher lorsqu'il est plein. Voilà, c'est de la barre, c'est 3+, 3+, moins 1, D6. Donc, le D6, autant qu'il peut être frustrant, peut être très alléchant, mais on reste Gloomspite. Généralement frustrant, mais... Généralement, oui, tout à fait. Mais ça reste qu'il y a la possibilité là. Ouais. On a un autre également, 7 attaques de Ball and Chains, 3-3, moins 2 D3. Fait qu'on est capable d'aller chercher du dommage intéressant. C'est sûr qu'encore une fois, plus ce profil-là, plus on perd des points de vie. Quand on est au milieu, on perd beaucoup. Par contre, il y a encore une fois, puis je ne redirai pas les mêmes avantages pour Jaws of Mork parce que c'est un modèle qui, lorsqu'il est à plein de vie, bouge à 3D6 et sera même jusqu'à D6 de mouvement. Donc, lorsqu'il a subi 5 à 7 blessures, il bouge d'un seul D6. Fait que, quand tu as un modèle comme ça qui est quand même beaucoup de points, que tu veux, qui frappe et qui bouge à D6 pouces, c'est assez ordinaire, surtout quand tu roules ton 1 pour Donc, Jaws of Mork vient un peu mitiger ça. Ça va amener quand même une certaine plus grande stabilité parce que 3D6 pouces en moyenne 11, à peu près 11 pouces, ça devient un mouvement qui est quand même intéressant, qui vole bien sûr, comme tout ce qui est Squig, ça vole. J'ai trouvé ça bien. Et l'autre, en fait, raison pourquoi on le prend, c'est pour son Command Ability qui donne plus 1 to wound au Squig. Donc, lui-même étant un Squig, on tombe on blesse sur du 3 ou sur du 2. En fait, les grosses attaques vont blesser sur du 2+, ce qui est vraiment intéressant. Et ça peut le donner aussi aux Boinders, par exemple. Même les Boinders, sur la charge, pourraient blesser sur du 2+. Fait que c'est une belle synergie ici. Puis également, ça reste que dans les command traits qu'on peut donner, on peut avoir justement celui qui peut frapper puis retraiter lorsqu'il a frappé. Donc, ça devient intéressant parce que ça reste un moment qui est très, très fragile. On peut vraiment faire du dommage, retraiter tout de suite, donc pas être engagé. Surtout si on peut coller le tour par la suite, on peut réengager ailleurs. Fait il y a quand même quelques bons trucs à faire avec ce War Scroll-là. C'est littéralement une Wrecking Ball que vous devez lancer dans l'armée de l'autre côté. Mais sans Miley Cyrus, on s'entend. Oui, Miley Cyrus n'est pas dessus, clairement. Quoique pour les hobbyistes enthousiastes, il pourrait y avoir une conversion. J'adorerais voir ça. Pour vrai, là, si un auditeur est vraiment willing, moi, en tout cas, si quelqu'un veut le faire, je m'engage à lui payer le Mangler Squig pour voir la conversion avec Miley Cyrus. Fait que pour vrai, là, ça vaudrait la peine. Vous l'aurez entendu ici, gros statement. Gros statement, c'est juste ça qu'on fait.
Ah ouais, je fais juste me l'imaginer dans ma tête, Miley Cyrus qui tient une chaîne comme ça, assis sur un Mangler Squeak, c'est de toute beauté. Ça pourrait être drôle. S'il vous plaît, quelqu'un, faites-le. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, c'était ça fera un beau Paint to Glory, soit dit à passer. Effectivement. Un Paint to Glory, Timmy Miley Cyrus, ça pourrait être cool. Donc, ça fait le tour de nos top 3 pour les Wascalls des Gloomspite Gits. Et particulièrement les deux derniers, là, on a dit qu'ils peuvent très bien fonctionner ensemble, là, les Boingruts avec le. Et dans Jaws of Mork en plus. Et avec les règles de Jaws of Mork, ça commence à être intéressant. On commence à avoir les couches de règles nécessaires pour aller quelque part. Ouais. On poursuit avec des Warscrolls un peu moins vénérés, puis pourtant, c'est le leader des Gloomspite lui-même, Skragrod de Loon King, et qui faisait partie, selon moi, du meilleur vidéo promotionnel que Games Workshop ont fait pour teaser, pour faire révéler une armée. Là. Si vous n'avez pas vu, ou si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, retournez voir la vidéo de la Bad Moon avec Skragrod, c'est parfait. Parfait. Ça va vous hyper à jouer Gobelin, c'est sûr. Non, exact. Écoute, Skragrod, en fait, ce qui est... Pourquoi je pense qu'on le voit un petit peu moins, c'est que vu que c'est un personnage qui est nommé, donc pas d'artefact, pas de trait de commandement, et pour avoir deux de ses habilités, il faut qu'il soit général. Donc, en partant, on enlève un trait de commandement. C'est sûr qu'il y a un prix à payer, mais pourtant, son Warscroll est vraiment pas mauvais. Tu sais, oui, il y a un 5+ d'armure, mais il ignore les blessures sur un 4+. Fait que déjà là, ben, c'est pratiquement comme s'il y avait 12 points de vie en moyenne à peu près. Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. A des habiletés intéressantes. Entre autres, début de la phase de héros, 4+, parfait. Des 3 command points de plus, c'est pas rien. Vraiment intéressant. 1+1 pour caster Unbind Spell, donc toujours intéressant. Et aussi, en fait, bien sûr, l'habilité pour les command points, il doit être général d'armée, soit dit en passant. Command d'habilité aussi, donc, on peut, si général, on peut manipuler mieux la lune, donc, qui est l'habilité d'allégeance des Gloomspite. Donc, encore une fois, si on veut éclairer la lune au niveau du centre de la table pour affecter tout le monde, ça peut être une possibilité. Mais moi, en fait, les deux raisons pour lesquelles que je trippe sur ce modèle-là, puis je l'ai affronté souvent, puis à chaque fois, c'est une plaie à affronter. D'un, ça reste que c'est un bon magicien. Donc, deux sorts, 2 Unbind. Son sort de Warscroll est correct. C'est des 3 Mortal Wound à 8+, mais sur un 10+ de casting, puis oublions pas qu'il y a un +1, et peut-être un +1 à cause de la lune, par exemple. Ben, à 8+, finalement, c'est plus faisable. On peut détruire un artefact de pouvoir. Donc, c'est quand même un petit quelque chose qui est intéressant à ce niveau-là. Mais en fait, pourquoi on le prend, puis c'est tellement sous-estimé, c'est son item d'amour on a stick, c'est son attaque de tir qu'il fait. 28 pouces de portée, cumulé à son 4 pouces de mouvement, fait que c'est 32 pouces de threat range. 6 attaques. 3+, 3+, moins 1. Jusque-là, ça somme correct, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que si la cible subit une blessure, il se prend un Mortal Wound à chaque début de ronde. Fait qu'un genre d'empoisonnement. Ben, pour des petits... Encore une fois, je sais que ça revient souvent dans les Warscroll Academy, mais être capable d'aller chercher des petits héros, c'est pas rien. Parce que et on n'a pas tant de façons de le faire avec les Gloomspite. Et avec la portée qu'on a et des bonnes statistiques, j'ai pas besoin de défoncer le héros. Mais si je lui fais 2-3 wounds, ben, soudainement, je sais que dans 2 rondes peut-être, ben, le héros va mourir. Fait que, déjà, il y a un compte à rebours. Je peux continuer après ça, deuxième tour, c'est lui. Donc, je suis capable de faire un peu de dommages à ce niveau-là. Fait que ça, pour l'ensemble de son œuvre, c'est un bon magicien. On peut mettre le chaudron, par exemple, qui connaisse tous les sorts du Lord Gloomspite, donne des buffs, des command points, contrôle la lune. Je pense que ça vaut la peine de prendre ce modèle-là, de payer le prix de ne pas avoir de command trait pour avoir un Warscroll qui est quand même intéressant, je te dirais, qui donne une couple de petites affaires. Pour casser des Géminis, par exemple, plus facilement. Ben, un sort de téléportation, par exemple. Il y a plein de choses qui peuvent se faire qui sont intéressantes là-dedans.
pense que c'est un War Scroll qui bénéficierait beaucoup d'une tendance qu'on a vue dernièrement à Games Workshop, qui est une façon un peu de, je pense, de rectifier le tir pour justement certains de leurs name characters. Ça serait qu'il ait une façon d'avoir la règle qu'il peut être un général. Il est compté pour un général même si vous prenez un autre général dans votre armée. Je pense que déjà là, aller chercher ça, ça serait déjà pas mal plus intéressant. On l'a vu dernièrement avec Lady Olinder, par exemple, qui peut être général malgré qu'on a un autre général dans l'armée. Elle est considérée comme un général et soudainement, on vient débloquer les habiletés sur le War Scroll. Donc, je pense que c'est quelque chose qui ferait que on verrait déjà Skragrott beaucoup plus dans les parties et on serait capable d'aller chercher notre common trait et notre artefact sur notre autre héros. Là. Absolument. Fait que je pense que c'est une avenue intéressante pour ce modèle-là, qui est un modèle très très glorieux pour un gobelin. Ouais, en fait, pour plusieurs, ça rappelle un peu Skarsnik du World That Was, qui était comme un héros gobelin de la nuit emblématique avec Gobla, son immense squig. Donc ça ramène un petit peu ça. Fait que je pense que c'est quand même une très très belle figurine quand même. Absolument, absolument. Autre War Scroll, c'est une première. C'est un Endless Spell qu'on a sur le War Scroll Academy. Donc, le Scuttle Tide Endless Spell. J'adore. Mais en fait, c'est pas vrai. Je déteste. parce que tu le subis habituellement. Oui, je le subis, puis je l'ai subi souvent. Puis à chaque fois, tu sais, c'est une priorité à l'unbinder ou à le dispeller. Parce que, tu sais, je reviens un peu sur ce que je disais avec Skragrott. Au niveau de sniper des héros, ben ça, à mon sens, c'est un peu le complément de Skragrott. Qu'est-ce qui est bon de ce sort-là? Tu sais, il se casse quand même sur un 7. C'est quand même pas évident. Mais la portée est pratiquement infinie. Ça veut donc dire qu'on peut placer un mage très très loin, hors de portée pour se faire unbinder, puis le caster, et on place le Scuttle Tide, qui est quand même une bonne base assez large, là, en dedans de 6 pouces de n'importe quel élément de décor sur la table. Fait une très très grande portée. Et on choisit une unité, je pense que c'est à 1 pouce, 1 pouce, et on lance 6d6. Chaque 5+, c'est une blessure mortelle. Ben, vous allez dire, en moyenne, 2 blessures mortelles pour un de l'espèce, c'est pas extraordinaire. Non, mais en même temps, c'est qu'il y a deux choses. Un, à cause de la portée, à cause de que ça sort de n'importe où, je suis peut-être capable d'aller chercher un héros qui n'est pas protégé. Puis d'y faire peut-être 2 blessures mortelles. Skragrott peut y en faire 2 autres, je l'empoisonne, il meurt la ronde d'après. Tu sais, ça vient accélérer un petit peu le tout. Puis en plus, c'est qu'une fois que le sort est en jeu, toutes les unités qui finissent un normal move ou une charge move en dedans de 6 pouces vont trigger l'effet. Et donc, il n'y a aucune limite là. Donc, ça peut être 5 unités, ça peut être 6 unités, peu importe. Et vu que la base est très très large, 6 pouces autour de la base, on va chercher un diamètre assez intéressant à ce niveau-là. C'est un sort persistant qui est peut-être qui passe inaperçu, mais je sais tout le temps que ça n'a pas le wow factor des Geminis, par exemple. Mais ça vient chercher vraiment, là, ça force l'adversaire à dire OK, il faut que je me déploie, il faut que je fasse attention, il faut que je garde ça en tête, peu importe où est-ce que je suis sur la table. Puis des éléments de décor, généralement, il y en a quand même une bonne quantité. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement aucune limite, en fait, à ce sort-là. Fait que, c'est vraiment un sort qui est intéressant, qui amène une belle dimension, je trouve, à l'armée. Puis généralement, on va avoir 1 ou 2 éléments de décor dans notre zone de déploiement. On n'a pas le choix de se déployer alentour de ce Terran feature. Donc là, soudainement, on a un Scuttle Tide en plein milieu de notre armée. Ouais, exact, tout à fait. Puis tu sais, surtout qu'on le met vraiment dans l'armée adverse, même si c'est un sort qui est predatory, ça reste que ça bouge de 6 pouces. Fait que même si j'ai à le bouger, OK, je le bouge de 6, qui est pas super loin, puis il faut quand même que je finisse mon mouvement à plus de 6. Fait que ça reste. Puis tu sais, à 7 à caster, ça prend un 8 pour le dispel. C'est pas chose faite. Non, effectivement, puis ça devient rapidement justement une priorité à dispel, sinon les Mortal Wounds peuvent augmenter assez rapidement. Exactement, mon cher, exactement. Très intéressant pour un sort persistant, le Scuttle Tide. Et une première, comme tu l'as dit, à War Scroll Academy. Pour les War Scroll Academy. Ouais, exact. On passe en dernier avec le meat de l'armée, les petits Stabas. Ouais. Écoute, Staba, Shuta, vous avez pu mettre un ou l'autre, là, je veux dire, c'est des gobelins pour les gobelins. Là. En fait, pourquoi c'est underrated?
parce qu'on en voit dans toutes les armées pratiquement, d'un. Même des armées genre Jaws of Mork ou basées sur les trolls, peu importe, on va sûrement avoir au moins un bloc de ces gobelins-là. Pourquoi c'est bon? Ça coûte pas tant de points, c'est beaucoup de modèles, c'est beaucoup de points de vie, et surtout en fait à cause des nets. Puis si on prend exemple une unité comme ça dans l'allégeance Gloomspite, on peut les ramener aussi à la fin d'une ronde. Donc c'est quand même intéressant. Mais le fait que des petites unités comme ça donnent des moins tweets pratiquement partout, parce que on peut mettre dans des nets, on peut les positionner là, quand même assez partout pour assurer une bonne couverture au niveau des moins tweets. Ben c'est frustrant. Tu dis OK, ça fera pas tant de dommages, mais ça va enlever des dommages. Ça va m'empêcher de faire ce que je veux. C'est une unité qui peut cacher des fanatiques. Oui. C'est ça. C'est une unité qui. Ouais, puis c'est une unité qui peut, tu sais, moi, une tactique que j'apprécie de plus en plus. Ben moi, pas pour moi, parce que j'ai pas les armées pour la jouer, mais une tactique, je pense, pour les armées de type Horde, qui est de plus en plus intéressante, la tactique du millefeuille. On met des lignes et des lignes, des couches de grandes unités pour occuper la table, limiter le mouvement, limiter les possibilités de charge. On peut faire ça à merveille. Là. Donc, tu as beaucoup de possibilités pour une unité qui, somme toute, fera jamais ses points en frais de dommage. Parce que ça frappe juste pas. Mais ça reste quand même une unité qui peut encaisser, qui, si on est proche de la Lune, va être immunisée au Battle Shock, qui peut cacher des fanatiques, qui peut avoir des nets. Les nets. Les nets, ça dit tout, là. Des petits gobelins avec des petits nets vont être capables de le lancer sur un méga Gargant. Et à cause de ça, de lui donner un moins tweet, là. Premièrement, ils ont vraiment un bon bras pour le lancer assez haut. Ben, en fait, je pense que techniquement, on sait que les Gargants vénèrent les pieds. Fait que je pense que les nets, en fait, on enveloppe les orteils. Probablement, oui. Ça vient fatiguer un peu. Fait que le net rentre dans l'ongle, c'est inconfortable. Je pense c'est ordinaire, c'est ordinaire. Effectivement. Non, vraiment, des stabas, c'est la base d'une armée de gobelins, surtout si vous y allez vraiment Moon Clan. Et ça fait bien sa job. Hein. Ça prend de la place sur le board et ça marche. Ça a quand même 4 plus d'armure contre le tir. Tu sais, c'est quand même pas rien. Fait que tu sais, pour une unité Battle Line qu'on va vraiment discarter du revers à la main, tu sais, ça fera rien. Non, ça fera peut-être pas, mais ça va être frustrant. Ça va être frustrant à jouer. Puis c'est une unité, justement, que tu peux throw away, tu peux, tu sais, juste engager, locker quelque chose. Le shrine, là, Le Lone Shrine? Le Lone Shrine, oui, elle va revenir aussi en plus. Fait que, exact. Tu as plusieurs trucs comme ça qui sont intéressants puis qui font en sorte que, même si c'est pas un War Scroll qui est super intéressant à premier regard, tu as quand même beaucoup de tactiques que tu peux avoir avec des unités qui sont nombreuses, cheap, puis qui peuvent surprenamment toffer contre quelques unités quand même. Oui. C'est ça. Cool. Super. Yeah. Ça fait le tour pour les Gloomspite Gits qui ont selon moi la meilleure drive pour aller se battre. Eux, en fait, là, je sais pas si vous savez, ils veulent les bouteilles. Okay? Les bouteilles. Ils sont pas capables de fabriquer des bouteilles, eux. Okay? Fait que quand ils vont saccager une ville, ils veulent aller chercher toutes les bouteilles. Toutes les bouteilles que les humains, que les orques ont faites, peu importe, pour pouvoir y stocker leurs potions, y stocker leurs champignons, tout ça. Fait que eux, là, puis vous lirez le lore, là, je suis pas en train de raconter des salades, ils veulent vos bouteilles, ok? C'est malade. Fait que allez pas les porter à l'épicerie, guys. Laissez vos bouteilles pour les Gloomspite. Ils en ont besoin. Aidons-les ensemble, on va y arriver. Fait qu'à la prochaine game, comme Pierre-Olivier Savard, je pense que j'apporte plein de bouteilles. Oui, il va être content. Je pense qu'il va trouver ça cool. Fais-y des objectifs marqueurs avec des bouteilles dessus, puis il faut qu'il aille chercher ça, lui, pour... Ça serait malade. Déjà là, il va rouler plus de 6 sur ses D6, c'est garanti. Donc, ça termine notre War Scroll Academy pour les Gloomspite Gits. Laissez-nous savoir en commentaire s'il y a d'autres, peut-être, War Scroll que vous auriez aimé voir, qu'on aurait aimé parler, parce qu'on sait que c'est un livre aussi avec beaucoup de War Scroll offerts à nous. Et laissez-nous savoir en même temps s'il y a une autre faction que vous aimeriez que l'on aille sur le show. Donc, c'était The Gentleman 14 et Alex qui vous disent bye bye.